Tac, c'est parti. Comme ça, pour ceux qui le souhaitent, vous me demanderez ou vous demanderez à Marie-Emmanuelle et puis vous pourrez revisionner la conférence pour méditer sur cet intéressant sujet qu'est la sortie de convention. Allez, j'accepte les derniers et puis on va pouvoir commencer. Voilà, bon, on a un peu plus d'une cinquantaine, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On a eu des petits problèmes de connexion, alors j'espère que tout va bien se passer, que tout le monde entend bien, aussi bien moi que Marie-Emmanuelle. C'est plus important de bien entendre Marie-Emmanuelle. Merci à toi, Marie-Emmanuelle, de venir nous faire une petite présentation pour notre Study Club à Amiens. C'est super sympa d'avoir accepté. C'est grâce à notre membre et ami Océan Fumerie qui t'a gentiment proposé et que tu as gentiment accepté de venir nous faire ça. Donc Marie-Emmanuelle Bretel travaille dans l'Oise. Elle a une activité d'omnipratique donc non conventionnée et elle se spécialise dans un certain nombre d'actes qu'elle va vous expliquer. Je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous, je vais partager mon écran. Donc, la sortie de convention. Alors, qui suis-je? Je suis Marie-Emmanuelle Bretel, j'ai 50 ans. Je suis diplômée de la faculté de Paris 5 Montrouge. J'en suis sortie en 94. Et après plusieurs collaborations libérales Paris-Île-de-France, je suis arrivée dans l'Oise en 1999. Et de collaboration en collaboration, j'ai fini par créer mon cabinet en 2002, toujours dans l'Oise, mais dans un secteur qui s'est malheureusement énormément paupérisé. Et pourtant, ça n'a pas empêché, en 2017, que je sorte de la convention. Alors, depuis la sortie de ma fac, j'ai une activité d'omnipratique, mais j'ai acheté mon microscope opératoire il y a 15 ans. J'ai toujours adoré l'endo. Et depuis plusieurs années, je prends une orientation endo, paro et soins, donc soins conservateurs et endo sous digue et sous microscope opératoire. Et paro, plutôt médical parce que je ne fais pas du tout de chirurgie, sous microscope, alors microscope opératoire et microscope de table. On va faire un rappel sur la Sécu. La Sécu, elle a été créée en 1945 par unification des différentes assurances sociales existantes. Dans celle-ci, il y avait déjà une ordonnance sur les tarifs des chirurgiens dentistes. La sécurité sociale se finance par les cotisations des employeurs et des salariés, donc uniquement par les personnes actives, à la différence de certains pays qui se financent via un impôt qui touche tout le monde. Au début des années 60, il y a eu des accords interprofessionnels départementaux. C'est pour ça que le tarif d'autorité départementale, on va y revenir dans un instant, il est issu de ces accords. En 1963, les honoraires sécu étaient au-dessus de la moyenne de ce qui se pratiquait. Donc, il y avait une opposabilité théorique, mais comme les tarifs étaient intéressants, il n'y avait pas vraiment de tentation de dépasser. Il y avait aussi beaucoup de travail non déclaré, il y avait des actes qui étaient hors remboursement. Et c'est ce tarif de 1963 donc, qui sera gardé pour définir le tarif d'autorité. Ensuite, via les accords de Grenelle, suite aux émeutes de 68, les tarifs des chirurgiens dentistes sont devenus vraiment opposables. Alors, comment ça se passait pour les feuilles de soins à l'époque? Alors, les feuilles de sécu comportaient à l'époque donc différents volets. Il y en avait un pour le patient, il y en avait un pour le remboursement sécu et il y en avait un pour le fisc. Et suite à de nombreuses erreurs, alors soit des chirurgiens dentistes qui ne donnaient pas le volet fiscal,
des patients qui trichaient et qui gonflaient les tarifs pour se faire rembourser beaucoup plus et gagner de l'argent, ou des employés de la Sécu qui gonflaient ces chiffres. Bref, à la fin des années 70, le volet fiscal a été supprimé et il a été remplacé par le SNIR. Le SNIR, donc, c'est le système national interrégime. Et la Sécu envoyait directement les documents qu'elle avait au fisc. Alors, depuis tout ce temps, il y a eu l'inflation. Mais oui, l'inflation, parlons-en. Alors, par exemple, en 89, la baguette valait approximativement 1 franc. En 2011, la baguette valait à peu près 1 euro. Et on peut faire donc une super comparaison, par exemple le détartrage, 70 baguettes en 89, 28 baguettes en 2011. Un traitement endomolaire, 211 baguettes en 89, 79 baguettes, on va dire 80 en 2011. Une extraction simple, 78 baguettes en 89, 33 baguettes en 2011. Alors la baguette, elle plaît beaucoup. Elle est retrouvée dans plusieurs images humoristiques de l'époque, qui datent majoritairement de 2014. Si la sécurité sociale remboursait la baguette, elle fixerait son prix à 15 centimes d'euros. Et dans les autres pays, au fait, comment c'est ? Eh bien, si on prend la consultation en 2014 en France, elle était à 23 euros. Ailleurs, 151 euros à Berlin, 122 à Londres, 19 à Sydney, 274 euros à Shanghai, 55 euros à Barcelone. Alors, si on revient en France et que l'on compare à l'évolution des salaires, la consultation en euros constants en 84, elle était à 22 euros, 23 euros en 2014, qui représente que 4,5% d'augmentation contre 133% pour les salaires. Et pour dire que nos tarifs opposables sont vraiment dramatiquement faibles, voici par exemple les tarifs du Sénégal en 99. Si, 99. Alors pour rappel, le Sénégal a un coût de la vie similaire à celui des pays du Maghreb. Et pourtant, à l'époque, ils étaient mieux rémunérés que les nôtres en 2019. Par exemple, une obturation 3 faces au composite, 62 euros, 40,97 en France. Une application de fluor, en 99, c'était prise en charge chez eux, et même mieux chez eux en 99 que chez nous en 2019. Une extraction, leur tarif de chirurgie était entre 1,5 fois et 4 fois plus cher chez eux il y a 20 ans que chez nous aujourd'hui. Alors, on va revenir un peu plus dans des tarifs actuels. Comment ça se passe ailleurs, dans les autres pays ? En Angleterre, par exemple, une consultation qui comprend l'examen de radio et un verrier 380 livres. Oui, là-bas, les actes sont cumulables à la différence de chez nous. Au Canada, composite, plus de 700 $. Le une face, 128 $, le 3 faces, 229 $. Consternant, non. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça rapporte, la sortie de convention ? Alors, ça va être retrouver un vrai choix de soins et non des actes dictés par une logique économique. Ça va être sortir des incohérences, sortir de ce schéma de 70% d'actes qui font 30% du chiffre d'affaires et 30% d'actes qui compensent et nous font vivre. Ça va être vivre de chaque acte, quels que soient ces actes, et ne plus avoir d'actes à perte, qui représentent donc 70% de nos actes. Ça va être coordonner les tarifs avec nos coûts, surtout en ce moment. Ça va être pouvoir intégrer les répercussions du plateau technique, un masque, etc. On rajoute des FFP2 par patient, des protections jetables, on les répercute sur le tarif de nos actes. Et si un patient va demander du temps, on peut le prendre. Ça va être lever les plafonds, que ce soit les plafonds de verre qui nous empêchent d'être nous-mêmes, que les plafonds de tarifs imposés. Mais encore, ça va être ne pas avoir plusieurs qualités de traitement en fonction de la mutuelle des patients ou de leur choix de soins. Ça va être ne pas se laisser enfermer par le système qui sera de plus en plus contraignant, même si l'on s'en sort pour le moment, car même si la carotte n'est pas fantastique, même si on y trouve un certain confort, une certaine facilité, le système va devenir de plus en plus contraignant et l'encadrement des tarifs va devenir de plus en plus lourd avec des obligations de plus en plus pesantes. Et le risque, ça sera de virer vers du low cost, enfin, sauf si c'est ce que l'on souhaite. Ça va être garder l'exercice de son choix, quel qu'il soit, prendre son temps,
pas de problème. Travailler avec les matériaux de la plus haute qualité, pas de problème. Ou bien prendre les matériaux les plus chers, acheter des fils de suture à 15 ou 20 euros pièce, pas de souci. Ça va être pouvoir garder son prothésiste actuel et l'honorer convenablement. Alors, le travail présenté, c'est celui qui a été réalisé par Sébastien Santos, avec qui je travaille en adjointe depuis bien avant ma sortie de convention. Et pour info, dans les autres pays à niveau de vie équivalent, les tarifs sont le double de ceux pratiqués, par exemple, par Esthétique Orale. Esthétique Orale, c'est Hélène et Didier Crescenzo. Sortir de la convention, c'est aussi pouvoir rêver. Mais encore, ça veut dire quoi, sortir de la convention? Ça veut dire ne plus tricher avec la CCM, tenter les dépassements, chercher des actes à patcher pour essayer de s'en sortir et d'avoir un tarif plus décent que les tarifs opposables. Ça va être retrouver de la sérénité et sortir de cette folie qui est de passer un temps X pour 19,28 € et 3 fois ce temps X pour 1 500 € pour le traitement d'une dent à couronner. Où est le juste prix? Ça va être retrouver la sérénité, donc de la paix, de la cohérence, du plaisir. Ça va être se retrouver. Alors, ça veut dire quoi d'autre encore? Ça veut dire une liberté tarifaire. Alors, on entend avec tact et mesure, certes, mais certainement pas par rapport aux tarifs Sécu, mais bien par rapport aux tarifs des pays voisins et à nos prestations professionnelles personnelles. Il n'y a qu'à voir en début de conférence les exemples des tarifs des autres pays à niveau de vie équivalent. Ça va être retrouver une cohérence, avoir un exercice où l'on peut vivre de chaque acte. Consulto-exclusif, par exemple, si l'on veut, pour faire référence à un praticien connu sur un certain groupe de Facebook, ou bien ne faire que de la chirurgie, ou bien que des détartrages, ou bien que de la pédo, même sans sérec, ou que des soins, ou tout faire, mais sans avoir à balancer le côté économie. Ça va être avoir un vrai choix thérapeutique et mieux remplir sa mission de santé publique. Faire de la prophylaxie, si l'on veut garder les dents vivantes, si l'on veut. Ça va être aussi responsabiliser les patients grâce au coût des actes. Ça va être repenser son exercice et lui donner un sens. Et pour nos obligations, eh bien oui, on doit toujours respecter la CCM, même si on n'est pas bloqué par ses tarifs ni soumis à ses contraintes. Par contre, c'est beaucoup plus simple puisque l'on n'a plus à chercher des actes à rajouter, le forfait photo, le wax-up en NPC, etc. L'on doit toujours remplir des feuilles de soins, qu'elles soient papier ou électroniques, mais quel besoin de télétransmettre en tant que non conventionné? Alors, le devis, il n'est pas obligatoire pour la première consultation ou les consultations, mais il est obligatoire pour chaque acte. Et pour les patients, ça implique quoi d'aller voir un chirurgien dentiste non conventionné? Ça va être de n'avoir une base de remboursement indexée sur le tarif d'autorité, qui lui n'a pas bougé depuis sa création en 1966. Donc pour les actes en CCAM, la sécurité sociale rembourse sur une base de 16% du tarif de convention. Alors, ce pourcentage, il est basé sur l'arrêté du 9 mars 66, qui lui-même a été modifié par l'arrêté du 1er décembre 2006, qui fixe le tarif d'autorité à 16% du montant des honoraires conventionnels, mais chez les médecins. Et il y a des structures qui essayent de casser ce tarif d'autorité grâce à ça. Alors, pour les actes en NGAP, il y a toujours le tarif de 1966 qui n'a pas bougé. Donc, la consultation est à 32 centimes dans l'Oise, par exemple. Alors, pour les complémentaires des patients, ça dépend des contrats. Il y a quelques années, les mutuelles, silencieusement, ont changé leur contrat. Avant, ils remboursaient selon le tarif de convention et ils ont basculé sur la base de remboursement, ce qui est très défavorable pour le patient. Car avant, les mutuelles se targuaient par exemple de rembourser 600% du TC sur les actes opposables, bien pour les praticiens conventionnés. Donc pour les petites et moyennes mutuelles, le remboursement n'est pas terrible, mais là, les patients sont habitués à avoir un reste à charge important, surtout avec les actes NPC. Pour les bonnes mutuelles, ça change pas mal, mais à voir, car il va y avoir des options qui vont être créées pour les non conventionnés. Et pour les excellentes mutuelles, qui fonctionnent souvent à frais réels, ça ne change rien. À nous aussi de montrer que les mutuelles cherchent surtout à rentabiliser leurs contrats et pas forcément à rembourser. Alors, comment on fait pour sortir de la convention? Alors, c'est très simple. On envoie une lettre recommandée au directeur de la caisse en accusé de réception, enfin une lettre recommandée, pardon, au directeur de la caisse en indiquant votre volonté de sortir de la convention. Il y a il y a le modèle de courrier à envoyer sur le site du syndicat des chirurgiens dentistes de Paris, qui est le syndicat spécialisé dans les non conventionnés.
Alors, vous serez sorti de la convention 4 semaines après la date indiquée sur l'accusé de réception. La caisse vous enverra aussi dans ces cas-là un courrier de confirmation et vous aurez un nouveau numéro d'identification sur les feuilles de soins. Ce nouveau numéro, c'est juste un chiffre qui change, fera mention de votre exercice hors convention. Alors, pendant ces 4 semaines, vous avez le temps de prévenir les patients, car évidemment, il faut prévenir les patients du changement de statut. Et si finalement vous vouliez revenir dans la convention, tout simple, il suffira de renvoyer un courrier en recommandé à la Sécu pour demander à signer le protocole convention. Et là, les textes divergent. Soit vous êtes reconventionné un jour après la date indiquée sur l'accusé de réception, soit 4 semaines après. Bon, tout ça, c'est bien sympa, mais et les charges? Alors, le taux URSSAF, qui date de 2006, sert à financer la légère augmentation des tarifs de convention, mais la Sécu n'est plus un accord gagnant-gagnant. Le taux URSSAF représente environ 10% du montant du chiffre d'affaires d'un cabinet. Et les cotisations correspondant à l'ex-RSI, donc l'assurance santé personnelle, représentent environ 10% du chiffre d'affaires. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose. Vous en doutez, mais il y a quelque chose de très simple à faire pour mieux appréhender cela, c'est de faire chiffrer cela par le comptable. Et vous verrez qu'on vous a longtemps agité une chimère devant les yeux. Oui, mais bon, et les autres, et mes confrères d'à côté? Sortir de la convention, c'est une décision personnelle forte qui doit se prendre indépendamment de ce que font les cabinets d'à côté. Parce que si on les attend, si on veut faire ça tous ensemble, on n'y arrivera jamais. Sortir de la convention, c'est comme rompre un protocole avec une mutuelle, en fait. On perd une partie de ses patients, mais on perd ceux qui sont plus attachés au réseau qu'à vous. Sortir de la convention, ça permet de s'extirper d'une zone de confort, mais qui n'est pas si confortable que ça. Alors oui, ça fait peur, tant économiquement que financièrement, que sur le qu'en dira-t-on, que sur ce que vont faire les confrères à côté, sur la fuite des patients parce qu'on n'est plus dans le réseau Sécu. Alors, le syndicat des chirurgiens dentistes de Paris prévoit en moyenne une perte de 60% de sa patientèle la première année. Mais comme tous les actes finalement deviennent rentables, il n'y a pas forcément une grosse perte de chiffre. Personnellement, j'ai perdu 40% de mes patients et ils sont en partie revenus. Et maintenant, les patients viennent parce que j'ai un exercice différent. Moi, c'est celui que j'avais en étant conventionné, mais là, ils ne le notaient pas. Et puis, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. On ne peut pas imaginer en France de vrais tarifs opposables pour ces 70% de notre activité qui nous permettraient de payer les frais du cabinet. Je ne parle même pas de payer nos formations et gagner de l'argent. On sait tous qu'on en a marre de cette situation ubuesque où l'on doit tricher ou bidouiller pour réussir à ne pas trop perdre sur ces soins opposables. Il suffit de voir le nombre de conférences qu'il y a sur comment rentabiliser la CCM. Choisir, c'est renoncer. Alors en France, on en est où sur le nombre de non conventionnés? Il y a quelques années, sur le site amélie.fr ou sur l'application amélie.fr, on pouvait choisir l'option France entière et avoir le nombre de dentistes non conventionnés. À l'époque, on était environ 90. Aujourd'hui, il n'y a plus de recherche possible sur la France entière, donc il est très difficile d'avoir facilement accès au nombre de chirurgiens dentistes non conventionnés en France. Pourquoi? Peut-être parce que ça leur fait peur et qu'ils ne voudraient pas vraiment que ça encourage les praticiens à quitter le système. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les non conventionnés aujourd'hui seraient entre 120 et 160, ce qui représente une augmentation énorme en pourcentage, même si certes, ça reste marginal par rapport au nombre total de chirurgiens dentistes. Pour info, il y a même des médecins qui commencent de plus en plus à sortir de la convention. Et en aparté, s'il y a beaucoup de praticiens qui sortent de la convention, ils risquent de vouloir limiter et encadrer cette sortie. Alors, où chercher des renseignements, ou clarifier certaines choses, ou reposer des questions à distance de cette conférence? Auprès de moi-même, donc Marie-Emmanuelle Bretel, docteur.bretel@orange.fr ou sur mon portable, auprès par exemple de Sarah Attal, qui est en train de structurer un groupe sur la sortie de convention, auprès du syndicat des chirurgiens dentistes de Paris, donc scdp.fr ou scdp@scdp.fr. Alors, oserez-vous rêver et retrouver cette foi que vous aviez avant dans votre réalisation professionnelle? Oseriez-vous retrouver du plaisir à aller au cabinet? Oserez-vous renoncer à cette prison? Oserez-vous franchir le pas et vous libérer? Je vous remercie.
Bien, merci Marie-Emmanuelle pour cette présentation claire et instructive. Alors, on n'a pas eu une connexion extraordinaire. J'espère que tout le monde a pu écouter clairement les propos qui ont été énoncés. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois qu'on a des petits bugs comme ça. Alors, j'imagine qu'il y a des questions, surtout dans cette période un petit peu floue que nous vivons, où on a plus de dépenses. On va peut-être devoir voir moins de patients aussi. Et c'est vrai que la sécurité sociale aujourd'hui nous entache un petit peu la qualité de nos soins parfois à cause de rentabilité. Et ça, c'est particulièrement gênant. Et c'est vrai que ton propos, en tout cas sur la qualité des soins et le temps qu'on peut y consacrer, est quand même très intéressant. Alors, sur le petit onglet qui apparaît quand vous baissez votre souris, il y a un petit encart marqué converser. Il y en a qui l'utilisent très bien, les gens sont trouvés très clairs. Et, et du coup, vous pouvez poser vos questions sur ce petit encart. J'imagine que vous en avez. Alors moi, pour ma part, je ne savais pas qu'on pouvait faire marche arrière. Alors, il y a quelqu'un qui réactive son micro. Alors, on m'a beaucoup parlé de la différence de retraite pour les deux modes d'exercice. Qu'est-ce que ça répond ? Pardon, je viens de mettre mes écouteurs au cas où c'était mon micro qui… Alors, on me demande si on a beaucoup parlé de différence de retraite pour les deux modes d'exercice. Est-ce que tu as des infos sur ce que ça représente vraiment ? Alors, au niveau de la retraite, hein, alors pour les praticiens non conventionnés, ils payent 3 des 4 cotisations existantes. Ils payent la cotisation de base, la complémentaire et la prévoyance. Et seuls les conventionnés payent l'ASV. Les non conventionnés ne payent pas l'ASV. Donc, la caisse de retraite, ça diminue. Mais par contre, c'est très facile à faire au niveau de la caisse de retraite puisqu'elle envoie son décompte de points chaque année. Et vraiment le plus simple, hein, et les comptables savent tous le faire, c'est de dire voilà le chiffre d'une année. Et ben, si j'étais non conventionné, combien je paierais de taxes? D'accord, il faut. C'est en fait très très simple. Alors après, on me demande justement si, au moment où on a envie de se lancer, est-ce qu'il y a une trésorerie à prévoir pour la petite période, j'imagine, de creux, ou en tout cas où ça rentre plus pareil qu'avant, et si tu as une petite idée globalement du pourcentage du chiffre d'affaires qu'il faut avoir de côté. Alors, personnellement, je n'avais aucune réserve. J'étais dans une situation où l'endroit où je me suis installée est Donc assez tu es pauvre. seul hein, dans ton Je cabinet, suis tu es seule, seul, tu n'as pas ouais, de collaborateur, rien du tout. Hein. On est du d'accord? tout. J'ai un seul fauteuil. Donc le coin est très très pauvre, hein, et je me retrouvais avec des patients qui voulaient ne faire que les actes pris en charge par la Sécu, donc ce qui est strictement impossible, hein, pour faire vivre un cabinet. Donc je n'avais aucune avance lorsque je suis sortie de la convention. Et en fait, le chiffre d'affaires bouge, mais pas tant que ça. Parce que tout devient rentable. C'est-à-dire qu'on arrête de faire du 19,28 €. Oui, On arrête j'imagine de faire qu'on. une consultation à 23 €. Donc il y a plus on rééquilibre pas. Donc ça bouge, mais je dirais que alors s'il y a des gens que ça peut rassurer, c'est vrai que c'est mieux. Mais en fait, on peut le faire même si on n'a rien du tout de côté. D'accord, parce que j'imagine que bon, dans les questions qu'on voit, c'est pas la page blanche, mais je pense que les praticiens ont peur de l'agenda blanc, justement. Donc, on me demande par exemple si tu le conseillerais. Il y a quelques jeunes qui sont connectés. Si tu le ferais d'emblée, si Oh c'était oui, ah oui, à si c'était à refaire. refaire, je me pousserais dès la sortie de la fac à sortir de la convention. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on change d'exercice, on change aussi de patientèle. Donc, il y a tout un travail à refaire. Quand on a une bonne réputation, on jouit de cette réputation. Donc ça, c'est bien. Donc là, on est connu sur un territoire et les gens savent comment l'on est. Mais il faut réexpliquer les choses aux patients et du coup, on prend énormément de temps à expliquer le pourquoi du comment, etc. Si l'on arrive sur le, entre guillemets, sur le marché,
en étant tout de suite non conventionné, je pense que c'est plus facile. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Alors, j'ai une question intéressante là. Est-ce qu'on peut être praticien non conventionné et avoir un collaborateur qui, lui, l'est? Bonne question. À ma connaissance, non. Dans ces cas-là, oui, enfin, il faut salarier son collaborateur. D'accord. Mais lui aura le droit, en tant que salarié, d'être De conventionné. pratiquer les Enfin, tarifs du non conventionné, ouais. Alors après, j'ai une question un peu plus pratique sur quelqu'un qui a un agenda rempli sur plusieurs mois. Comment faire vis-à-vis des devis déjà validés par les patients? Est-ce qu'il faut fixer une date butoir? Est-ce que c'est légal ou pas Alors, pour ce type de… il faut que tous les travaux sur un agenda fixé à 6 mois, ben, en fait, il faut tout refaire. Donc, quand je suis sortie de la convention, en fait, je n'avais pas fait d'audit auprès de mes patients. J'ai envoyé mon courrier et après, j'ai décroché le téléphone et j'ai prévenu tous les patients qui avaient rendez-vous sur les 4-5 mois d'agenda rempli. Et je leur ai expliqué la situation et je leur ai dit, on se fait un point, on se fait une séance, rien que pour des explications, si vous voulez, etc. Donc, on reprend tout à zéro au niveau des… c'est-à-dire qu'en gros, c'est presque comme une fin de collaboration, quoi. Il y a un mois pour terminer les cas. Et après, on est non conventionné, donc on ne peut plus… Et tu ne voilà. reviens pas en arrière, Alors, sinon ça… non. Alors, si Alors, c'est une journée ou 2 journées près, on peut utiliser les feuilles de soins et changer la date, mais pas plus, quoi. d'accord. On me demande comment tu as fixé tes tarifs et comment tu as annoncé un peu la chose aux patients pour ton Alors, fixer les déconventionnement. tarifs, aujourd'hui, sur le site du syndicat des chirurgiens dentistes de Paris, il y a un tableur qui est mis à disposition de tout le monde, qui permet de calculer son coût horaire, qui permet de calculer les frais de chaque acte et du coup de déterminer ses tarifs en fonction du temps passé. À l'époque, moi, je n'avais pas ce tableau-là, donc j'ai regardé ce qui se faisait dans les pays avoisinants ou les pays à niveau de vie équivalent, l'Angleterre, l'Allemagne, j'ai même pas regardé la Suisse, le Canada, et puis je me suis imaginé ce qui pouvait être acceptable pour les patients, et j'ai regardé aussi par rapport à mon coût horaire et au temps que je passais. En gros, ça a été plutôt coût horaire, temps passé, et et puis voilà, mais le syndicat des chirurgiens dentistes de Paris met des outils vraiment très pratiques là-dessus pour aider à déterminer ces tarifs. Alors justement, en Comment termes j'ai de annoncé tarifs, ça aux patients? Non, vas-y, je te laisse finir. Pour prévenir les patients, je leur ai expliqué de façon très carrée les choses, c'est que je ne pouvais pas continuer comme ça, que le plateau technique d'un cabinet est de temps. Le mien, je sais pas, il est de 130, 150 euros de l'heure. En moyenne, il est de 200 euros de l'heure en France. Euh, bon, voilà, on ne peut pas continuer avec les actes conventionnés. Et la réponse des patients, ça a été, on savait que le système de santé allait mal, mais on ne pensait pas qu'il allait mal à ce point-là. Alors justement, toi qui es en province, on me demande à peu près sur les grands actes que l'on facture tous les jours, consultation, compo trois faces, ce que ça représente à peu près en tarifs, si tu veux bien nous les donner pour voir un petit peu ce qu'on peut Alors, se permettre de demander. la consultation, je voulais au début la coordonner un peu plus par rapport à mon temps passé. Je ne l'ai pas fait sur conseil de praticiens non conventionnés et finalement, je le regrette. Ils disent que c'est un produit d'appel, donc ma consultation est à 60 euros et je regrette de ne pas l'avoir fait plus cher. Je pense que 100, 110, c'est pas mal, sachant par exemple que quand on va chez l'ostéo, on en a pour 80 euros, il n'a pas de plateau technique. Nous, une consulte, on va faire des examens radio, des trucs comme ça. Je regrette de ne pas l'avoir mis à 110 euros. Après, si on fait par exemple un détartrage, mon détartrage aujourd'hui, il est à 150 euros. J'y passe entre 35 et 55 minutes. Et sur les composites, les composites une face, ils sont entre 150 et 180 euros et les trois faces, ils sont à 300 euros. D'accord. Mais je l'ai fait donc sous digue, en stratification, maquillage,
avec le roman photo qui est donné au patient après s'il le veut, puisque je prends des photos, etc. Pour la partie prothèse, elle ne change pas. Et pour l'endo, ça varie en traitement initial. Enfin, là, je fais une reconstitution pré-endo. Et puis, alors il paraît que je suis pas chère. Je suis entre 180 et 300 € pour l'endo, hors radio et hors reconstitution transitoire. Ça, c'est une question que j'ai moi. Quand il y a des échecs, comment tu gères? Je refais. Je refais exactement la même chose que Ça fait partie de ton qu'en tarif. exercice conventionné, bien sûr. Si je fais un composite et qu'il n'a pas la bonne teinte, parce que finalement j'ai mal jaugé la déshydratation ou des choses comme ça, et que je refais. Si mon traitement d'eau, je ne le trouve pas bien, je refais. Mais c'est exactement la même chose que dans un exercice conventionnel classique, en fait. Si c'est pas bien, si on a fait une couronne, c'est pas la bonne couleur, on reprend. S'il y a un éclat de céramique, on refait, on fait pas. C'est la même chose pour moi. Alors, je connais déjà ta réponse, mais il y en a qui me la posent. On en avait discuté un petit peu tous les deux avant de démarrer. Est-ce que tu penses qu'il y a des zones où c'est faisable ou non? Et aussi, la densité de patients est un frein ou un avantage? Je te laisse répondre Non, je pense qu'en à fait, cette question. c'est vraiment par rapport à soi. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire, dans un endroit où il n'y a pas d'argent, c'est suicidaire de sortir de la convention. Je suis dans un endroit où il n'y a pas d'argent. En fait, c'est très coordonné à l'attachement qu'ont les patients aux praticiens et aux services rendus. Ça n'a rien à voir avec le lieu. Alors, j'ai beaucoup de questions sur les histoires des, des collaborateurs. Pouvons-nous être collaborateurs non conventionnés d'un praticien conventionné? C'est de l'autre sens que tout à l'heure. C'est une bonne question. Ça, j'en Alors, sais rien. il y avait quelqu'un Il tout à faudra demander au l'heure. Conseil de l'ordre, Conseil départemental. Par contre, dans les CELAR, là, avant, il y a quelques années, dans les CELAR, c'était la CELAR qui était conventionnée ou pas conventionnée, alors que depuis, je crois, à peu près 2 ans, en fait, c'est l'individu qui est conventionné ou pas au sein de la CELAR. Là. Donc, au sein d'une CELAR, il peut y avoir des praticiens non conventionnés et des praticiens conventionnés. Et ça, c'est... On avait parlé des devis tout à l'heure, mais au final, tu n'as pas changé, hein, c'est ce que j'ai entendu, je crois, tu n'as pas changé tes tarifs de prothèse. Du coup, quand tu as refait des Non, mais devis, tarif de c'était dans les voilà, mêmes tarifs que ceux que tu pratiquais, en dehors des tout soins, à bien fait. sûr, que tu pratiquais avant. Donc, il n'y a pas eu de douche froide à ce niveau-là pour les Non, patients. sur la prothèse, non. À la limite, je l'ai baissé de 50 € Alors, ou par contre, ils sont de. moins bien Enfin, remboursés non, en pour fait, le je l'ai coup. pas. Ils sont beaucoup moins bien remboursés. Ouais, c'est ça Euh, qui fait mais c'est ça qui fait l'État. maintenant, comme la prothèse représente classiquement 30% d'activité, rien n'empêche de baisser en gros de ce que rembourse la mutuelle. Alors, si on a entre guillemets la chance d'avoir des patients avec des toutes petites mutuelles, en gros, la mutuelle va rembourser 100 ou 150 € sur une couronne. On baisse la couronne de 150 €. De toute manière, sur le traitement de racine avant et sur tout le reste, on va entre guillemets tellement gagner plus que le traitement global s'équilibre et devient surtout beaucoup plus cohérent. Du coup, tu fais un devis sur, quand tu fais un Chaque, détartrage, tout ça, tu fais un devis. D'accord. chaque année. Et Donc la la personne première qui vient pour une consultation, première consultation, voilà, je c'est ne la fais question rien. que j'allais te poser. Enfin, je fais rien du tout. Je temporise, je gère l'urgence comme on fait là. Et ils ont un devis. Voilà, ils repartent avec un devis ou je leur envoie un devis après. Et quand il y a vraiment un acte à faire, je le donne par oral, puisque en situation d'urgence, que ça soit un appareil fracturé, un composite ou à la limite, au lieu de faire un wax-up, on va mettre juste un verre iodomère histoire que ça soit joli, ou un composite mais fait juste pour préfigurer, c'est du... je préviens les patients par oral. Je leur fais aussi signer un devis en mettant gestion d'urgence dedans. Donc la date du jour et date de signature, date du jour, gestion d'urgence, 2 points, et ils signent le devis. D'accord. Et on me demande aussi quel est le profil un petit peu de ta patientèle. Est-ce que c'est
c'est large? Est-ce que c'est des gens plus âgés, plus fortunés, plus... Le profil de ma patientèle, comme je disais au début de ma présentation, je suis dans un endroit où qui s'est énormément paupérisé. C'était déjà pas très riche. En fait, j'étais en collaboration en vue association et l'association ne venait pas. On s'est séparés un petit peu vite, mais sans aucune animosité. Et du coup, j'ai choisi le premier local qui se libérait, et j'ai atterri dans un endroit complètement paumé dans l'Oise, un village de 2500 habitants, et avec un niveau socio-économique qui était moyen. Sauf que là, il y a 80% des entreprises qui ont fermé et le niveau s'est énormément paupérisé. Donc j'ai juste des gens qui ont envie, entre guillemets, d'aller bien. J'ai toujours parlé prévention, passage du fil, etc. Maintenant, ils le regardent d'un autre œil et disent « Ah ouais, mais donc si je me nettoie bien les dents, j'aurai moins de caries et j'aurai moins de problèmes, et puis ce que vous m'avez fait, ça va durer beaucoup plus longtemps. » Bah ouais, mais là, ils y sont sensibles. Il y a des praticiens là qui ont, quand tu as parlé des 110 € de consultation, qui ont avalé de travers en vérifiant que la nôtre était bien à 23 €. Oui, il faut bien voir 5 patients pour faire la consultation. Non, à l'heure actuelle, elle est à 60 €. Et je disais que j'avais regretté de ne pas l'avoir fait aux Et un petit alentours peu d'une plus. centaine d'euros. Alors, il y a Voilà, Hélène histoire de Crescenzo qui vraiment est, passer. il y a Hélène Crescenzo qui est connectée, que je salue, et tu fais rêver aussi les prothésistes, donc ça c'est une bonne chose. Nous, c'est le golfe de Saint-Tropez qui nous fait rêver chez nous, là où, bon, ceci dit, on a eu beau temps, mais... alors, on me demande aussi, il y a pas mal de praticiens qui ont un exercice donc conventionné et qui utilisent les différents codes de sécu que l'on a, qui sont donc NR, pour faire des dépassements. Hein. Et alors, ils demandent si c'est risqué et s'il vaut mieux être déconventionné quand on commence à multiplier ce genre d'actes. Alors, ta réponse, elle va être un peu orientée, mais bon. Personnellement, j'ai jamais réussi vraiment à tricher et à bidouiller. Il y a une notion aussi d'acte global que l'on a. Donc, il y a des choses qui sont très scabreuses à rajouter, il y a des choses qui sont justifiées. Donc, après, le problème, c'est d'assumer ce que l'on fait. Et de pouvoir défendre devant un dentiste conseil ou devant le directeur de la caisse, qui lui serait beaucoup moins conciliant, le fait d'avoir masqué des dépassements ou associé des actes, histoire de pouvoir prendre quelque chose. Et encore, je dirais que la Sécu va être gentille, mais les mutuelles, quand elles vont se mettre à nous réclamer des sous en nous demandant de justifier ce qu'elles ont payé, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Donc moi, je suis beaucoup plus sereine avec la reconstitution pré-endo, je la facture parce que je la fais. Maintenant, quand on a une nécrose sur une dent, on ne peut pas la coter. Ou si on la cote, on n'est pas dans les clous. Donc, moi, je ne sais pas ne pas être dans les clous. Donc, j'ai un exercice beaucoup plus serein sans essayer de patcher et de tricher, quoi. Après, on me demande comment tu gères les patients CMU, si tu les gères. Si, ils viennent aussi, mais je leur fais une dispense d'avance de frais de la part CMU de leurs actes, donc 16% de 32 centimes, enfin non, pardon, le 70% de 32 centimes, et ils payent le reste. Et donc, t'en C'est-à-dire as que ou t'en as pas? J'en ai, mais quand il y a une face sans stratification et tout simple à 150 €, il y a, ils sont en dispense d'avance de frais pour les 70% du tarif d'autorité. Donc pas grand-chose. D'accord. Donc les patients Alors, CMU, c'est juste des patients normaux. après, il y a des questions, je ne sais pas si tu as les réponses, mais j'imagine que vous avez tout un collectif. Ah oui, et puis il n'y a plus du tout de tarifs, il n'y a plus de paniers de soins différents. Donc les paniers de soins, on n'est pas concernés. Puisqu'ils émanent de la sécurité sociale. C'est pour les Alors, praticiens conventionnés. ouais. On demande justement, donc tu dois être connecté à à différents confrères ou des groupes, en tout cas avec du déconventionnement. On me demande si dans l'avenir, il y a un risque que ce soit quelque chose qui ne soit plus autorisé. C'est la possibilité. Oui, C'est possible. s'il y a Trop une forte. grosse fuite des praticiens qui sortent s'il y a beaucoup de praticiens qui sortent de la convention, ils chercheront peut-être à essayer de l'encadrer. Ça, c'est une des possibilités, ouais.
On me demande comment tu gères les urgences. S'il y a une urgence d'un nouveau patient ou autre, vu qu'il faut faire Avec les plaisir. devis avant. Donc tu fais toujours pareil, tu fais ton Pour geste, enfin tu dépannes et puis après tu fais ton devis pour. voilà, je dépanne. Si c'est vraiment quelque chose qui doit être fait et pour lequel j'ai le temps, comme on signe un devis et je réalise l'acte. Ou plutôt, je les informe oralement, je réalise l'acte, on signe le devis à la fin de la séance parce que c'est pas pratique de les faire descendre du fauteuil, signer les papiers, revenir, etc. Donc, je les informe oralement et je leur dis est-ce qu'on part pour ça ou est-ce qu'on part pas pour ça. Et s'ils me disent oui, mais je serai remboursé combien, je leur dis partez du principe que vous n'êtes pas du tout remboursé, comme ça vous aurez une bonne nouvelle. On me demande Si aussi c'est si tu as 3 des, centimes. si tu des confrères orthodontistes avec qui tu communiques qui sont déconventionnés et si Ortho, ça j'ai va. pas. Tu mets- Dans l'Oise, je ne connais pas d'orthodontiste. En fait, je suis pour le moment dans l'Oise la seule à être non conventionnée. Et en ortho, je ne connais pas d'ortho, enfin, à ma connaissance, je ne connais personne de non conventionné en orthodontie. Maintenant, comme l'orthodontie va certainement être la deuxième à avoir les tarifs bloqués après les omnipraticiens et que les troisièmes, ça va être l'implanto, ça risque de venir. Alors, question intéressante, est-ce que le fait de faire ça, ça t'a fait regrouper plus de patients pour des plans de traitement globaux? Est-ce que les patients acceptent plus facilement du coup des globalités ou tu es plutôt au soin par soin, plutôt à l'acte? Je fais en fait, j'ai toujours fait très peu de prothèses. Les plans de traitement globaux, j'en fais peu. Déjà avec peut-être le niveau économique, peut-être parce que je ne sais pas faire, je ne sais pas proposer ça. C'est pas tellement mon orientation. Donc en fait, j'en fais pas. Et quand il y a vraiment des choses qui demandent des réhabilitations globales, comme c'est pas vraiment mon truc, j'ai plutôt tendance à essayer de les adresser, ce qui est paradoxal. Mais donc non, je fais pas de, c'est sur, enfin, je fais pas vraiment de plan de traitement globaux. On me demande quels sont tes rapports avec tes confrères du coup conventionnés autour de toi. Pas très bon. J'ai pas de soucis. T'as pas J'ai pas de soucis là-dessus. des rats morts dans ta poubelle ou des tout va bien? Non, au contraire, parce que c'est là où justement on peut travailler beaucoup plus la main dans la main. C'est-à-dire que moi, j'adore faire les actes que eux n'aiment pas faire, c'est-à-dire les soins, la prophylaxie, la cardiologie, les motivations à l'hygiène, les détartrages, etc. Pas tout ce qui est pas chirurgical et qui est pas prothèse. Moi, j'adore ça. Donc en fait, je les décharge. Donc Oui, c'est sûr que nous, on et préfère faire de la prothèse ou des choses comme ça, et les soins sont moins, entre guillemets, rentables pour les voilà. Donc praticiens en fait, conventionnés. les relations avec les praticiens conventionnés, il n'y a pas de souci. Après, c'est vraiment un choix. C'est vrai que je peux prendre les tarifs que je veux et que ça pourrait être une source de jalousie. Oui, mais à ce moment-là, euh, sortir de la convention, c'est super simple. C'est vraiment très simple. Et il y a une possibilité de retour en arrière. Ah, je vois passer quelque chose, les actes paro sont-ils toujours remboursés? À partir du moment où il n'y a pas de tarif fixé par la Sécu, un code est remboursable. Donc si la mutuelle rembourse en paro quelque chose pour un acte non pris en charge par la Sécu, elle remboursera pareil pour un praticien non conventionné. Donc ça veut dire quand même qu'avec Après, ça dépend des contrats mutuels. quand les gens ont des très 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 bonnes mutuelles, c'est quand même correct finalement pour des soins. Si Quand les les gens tarifs ont des sont très pas bonnes mutuelles, exorbitants, voilà. Même avec des bons tarifs, comme j'ai dit, à une époque, il y avait des mutuelles qui se targuaient de rembourser 600% du tarif de convention. Et quand il y a d'excellentes mutuelles et qu'elles jouent vraiment leur jeu, là, ça passe. 600% du tarif de convention, on y est. On y est complètement. Donc les très bonnes mutuelles, ça ne change rien. C'est juste les petites et moyennes qui posent un problème. on dit que tous les paros exclusifs vont sortir de la convention à ce rythme-là. Je crois qu'il y a pas mal quand même de paros implantos chir exclusifs qui sont sortis de la convention. J'étais un petit peu étonné par les chiffres, moi, parce que j'en connais quand même quelques-uns autour de moi, mais bon, avec des exercices orientés
souvent sur de la paro ou de la chirurgie. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des déconventionnements dans ces cas-là. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on me demande quelle mutuelle joue le jeu. Alors, je pense que c'est pas vraiment le fait de jouer le jeu ou pas, c'est une histoire de pourcentage c'est les petites phrases qui sont indiquées sur leur contrat marquant qu'ils ont X%, Tout à 2, fait. 3 ou 400% par rapport aux soins Tout conventionnés. à fait. Alors, c'est soit sur le tarif de convention, soit sur la base de remboursement. Donc, en fait, soit il y a une secrétaire qui épluche les contrats des patients et qui remplit tout, soit le plus simple, c'est de faire les devis, de les envoyer et puis de voir ce que ça donne, quoi. Donc, pour les actes Et NPC, ça change rien, ça, je confirme. non, ça change rien. Après, on me demande à peu près combien tu reçois de patients par jour. Pas beaucoup parce que j'aime bien j'adore prendre mon temps. En fait, le temps, c'est mon luxe. Donc, une consultation dure 1 heure pour moi. Un détartrage dure 1 heure. Une préparation initiale dure 1 heure. Une endo entre 1 heure et demie et 3 heures. Alors, j'ai pas d'assistante, hein, donc faut tout sortir. Et puis, si j'oublie un instrument, je vire toutes mes protections au niveau des mains. Je vais chercher les instruments, je remets des gants, je remets sur le plan de travail, je change les gants, je remets les gants. Et avant l'obturation, je change mon plateau pour obturer avec tout de propre. Alors justement, Donc, on a ça prend eu, sur le sujet de l'assistante, il y a eu pas mal de remarques. Comme tu n'avais pas d'assistante, c'est un choix, ça s'est fait économiquement. Est-ce que quelqu'un qui est déconventionné pourrait avoir plusieurs assistantes Oui, s'il le c'est juste fallait? que Est-ce que je sais absolument pas les choisir. J'ai essayé 2 fois d'avoir des assistantes qui sont restées 7 mois, qui m'ont volé du matériel, qui m'ont fait des coups pendables. J'ai mis à chaque fois 5 ans pour m'en remettre et j'ai même pas eu de prud'homme parce qu'elles ont laissé des traces tellement importantes partout qu'elles pouvaient pas me faire un prud'homme parce qu'elles allaient le perdre et que c'était suicidaire pour elles et pour moi de lancer une action. Donc, en gros, il y a eu 40 000 € chacune de vol entre du matériel et des temps. Le temps volé, c'était épouvantable. Donc, j'ai eu 2 fois des assistantes et je ne sais pas les choisir. Donc, je préfère travailler seule. Alors justement, pareil, on en avait parlé un petit peu tous les deux en off. Est-ce que justement le post-confinement, le fameux déconfinement, est-ce que tu penses que ça va plutôt être un avantage pour le déconventionnement ou Ah bah pas? oui, parce que là, toutes les mesures, toutes les normes qui vont nous pondre à côté, on va pouvoir les répercuter sur un plateau technique. Donc, là, c'est au contraire, c'est vraiment la période idéale pour sortir de la convention. Et puis on va avoir C'est-à-dire que du là, mal la surtout. consultation ou le 19,28 €, c'est juste pas possible en espaçant d'une demi-heure ou même d'1 heure. En passant quasiment en tout jetable, en rajoutant des systèmes de pompe avec des filtres qui vont être à changer régulièrement, des systèmes de hotte aspirante, des masques pour tout le monde, des surchaussures. Enfin, il va y avoir une augmentation du coût du plateau technique qui va être énorme. Et c'est justement, pour rester dans un exercice serein, le moment idéal. Surtout qu'on va sûrement avoir du mal, si on divise le nombre de patients reçus par jour, il va y avoir un problème d'embouteillage qui est déjà dans nos régions. Alors, on doit avoir des gens qui viennent d'un petit peu partout, mais chez nous, c'est assez compliqué. Alors, on me demande aussi si les patients, du coup, sont plus exigeants, si tu as ressenti entre ta période conventionnée et non conventionnée, si les gens étaient plus compliqués à gérer ou pas. Alors, ils ne sont pas plus compliqués, mais ils osent poser la question. Ils osent poser la question, et si c'est pas bien ou et si etc. Je suis pas comme d'habitude, on gère le problème. C'est-à-dire que s'il y a, je sais pas moi, une reconstruction d'angle au composite à faire, on leur dit, enfin, je leur ai toujours dit de toute manière, même quand j'étais conventionnée, si ça ne vous plaît pas, hein, si le résultat esthétique n'est pas à la hauteur de ce que moi j'attends, de ce que vous attendez, on le refait. Et c'est pas un souci, c'est du SAV.
Si au niveau du pronostic de quelque chose, on le sent moyen, on l'explique avant. On réalise l'acte et puis si ça ne va pas, on prend à sa charge, entre guillemets, le SAV derrière. Donc ça se gère à la limite comme dans n'importe quel cabinet. Quand il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une céramique qui casse, on la refait. Si on place un implant et que l'implant il prend pas, on refait, on refait à notre charge, ou on fait marcher la RCP pour ceux qui préfèrent. Mais en fait, les patients osent beaucoup plus facilement prendre la question, peut-être comme dans les cabinets d'implanto, mais là, ils le posent pour tout. Enfin, pour tout, ils osent le poser. Bon, d'un autre côté, en paro, c'est surtout eux qui doivent travailler, mais ça, je les encadre. Mes séances paro médicales, elles durent 3 heures, il y a 1 heure de coaching à chaque fois. Alors, justement, en parlant de SAV, bon, moi en tant qu'implanto, j'ai souvent quand même cette remarque-là. Est-ce que c'est pour toute la vie? Est-ce que tu te prends au jeu de l'estimation de temps de garantie? Est-ce que tu as une autre communication Alors, pour ce type de questions? le temps de Parce que j'imagine qu'ils garantie, te la posent. le temps de garantie, moi j'aime bien leur répondre que la seule chose qui était garantie à vie, c'était leurs dents. Et que leurs dents, elles étaient abîmées ou elles sont plus là, etc. Et donc tout ce qu'on allait faire derrière, ça reste une réparation et que tout est plus fragile. Donc il faut en prendre au moins autant soin que la dent qu'on veut garder toute sa vie. Après, pour ce qui est par exemple d'un composite, donc si le résultat esthétique n'est pas bon ou si j'ai mal géré des limites ou des choses comme ça, on refait. Et je le passe en SAV, donc je le refais. Et si mécaniquement c'était pas l'indication, je refais. Et puis si ce que j'ai, je sais pas, si c'était une facette qui était plus indiquée, je déduis la partie de ce que j'ai fait de la facette qui est à faire. Justement, Pour moi, c'est un petit peu la même chose qu'en implanto, si on hésite à faire une reconstruction, une régénération osseuse ou un truc comme ça, qu'on ne le fait pas et qu'on se trouve à le faire, et que l'implant a des soucis, à la limite, on replace l'implant, mais on fait payer au patient ce qu'il aurait dû payer la première fois. C'est-à-dire, par exemple, la membrane ou des choses comme ça. Mais c'est. Oui, le matériel. Oui, voilà, par exemple. Le consommable. Alors justement, pour continuer à appuyer sur cette partie un peu moins cool, justement, est-ce qu'il n'y a pas, au bout d'un moment, une sensation de devoir avoir une disponibilité 7 jours sur 7 et de se dire, voilà, si je ne suis pas hyper réactive avec Madame Untel, ça va être Non, compliqué à pas gérer, plus je vais vite avoir que. des mauvais commentaires, etc. S'il n'y a Non, pas j'ai jamais eu cette ce souci-là. culpabilité par rapport au tarif. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Pas plus que dans n'importe quel exercice. Ou si les gens se Il suffit comportent de. aussi plus comme ça à cause du fait qu'il n'y ait pas de convention, parce que est-ce que les gens sont quand même un peu plus Non. mettre la pression plus facilement, en tout cas. Non, et il n'y a qu'à voir à la limite ceux qui sont peut-être des fois en tout cas dans mon quartier, dans la région de l'Oise qui est relativement pauvre, des fois ceux qui râlent le plus, c'est pas ceux à qui on a fait des travaux très coûteux, ce sont les CMU qui veulent un truc 10 fois plus sympa ou qui veulent une pose d'implant et qui trouvent qu'un appareil amovible, faut l'enlever tous les soirs et puis il faut le remettre, même s'il mange, même si c'est joli. Donc non, j'ai pas eu de différence. Franchement, j'ai pas l'impression que les patients soient plus exigeants. Ils osent plus poser la question par rapport à l'argent, sur et si je suis pas content, et s'il faut refaire, est-ce que je vais repayer? Non, si vous n'êtes pas content ou si on doit refaire, mais vous ne paierez pas. Oui, de toute façon, il y a une C'est la même RCP si chose qu'un vraiment il y exercice a conventionnel. Oui, et puis si vraiment on se fâche, on fait passer la RCP. Mais après, si on a des relations tout à fait saines avec les patients, disons que le gros avantage là, c'est qu'on n'est pas, enfin, entre guillemets, on pousse pas à la conso. Donc on est super serein sur ce qu'on fait, quoi. Il n'y a pas de. Oui, de toute façon, c'est comme il y a j'imagine que
le déclic pour… alors pareil, on a des questions là-dessus. Maintenant, c'est pas évident de répondre à ça, mais j'imagine qu'il y a un déclic qui se fait à un moment donné et qu'on est persuadé des bienfaits de ce choix. Sinon, c'est difficile de le faire, j'imagine. Oui, Je mais ressens bien ça il parce y a que vraiment aucun souci, quoi. on se pose parfois les mêmes questions sur l'omnipratique et puis passer sur un exercice de chirurgie exclusive. Il y a quelques personnes que je connais, on en discute régulièrement sur voilà, est-ce que je continue l'omnipratique, est-ce que je dis que maintenant je ne fais plus que de l'implanto, de la paro, même en étant conventionné. C'est des questions qui ne sont pas toujours faciles à appréhender et je pense qu'il faut avoir un déclic et être en tout cas persuadé de son choix, sinon c'est compliqué quand même à gérer. En fait, c'est vraiment retrouver une sérénité. C'est une énorme sérénité dans l'exercice. Parce qu'on rééquilibre tout, on est en accord avec nous-mêmes, on est en accord avec les soins, on est aussi en accord avec le patient. Le patient, il comprend vraiment pas pourquoi pendant 1 heure, on va lui faire payer, enfin un soin d'1 heure, on va lui faire, ou d'une demi-heure, enfin 1 heure pour moi, on va lui faire payer 19,28 € et pour un soin, pour 3 fois des séances, il va payer 1 000 ou 1 500 €. Il y a quelque chose de tellement pas logique là-dedans que forcément le patient a une attitude beaucoup plus agressive dans un truc où il va payer 19,28 € d'un côté et 1 000 ou 1 500 € de l'autre. Là, le patient est agressif parce qu'il sent qu'il y a un problème quelque part. Alors que quand on est cohérent sur les tarifs du début à la fin, il n'y a plus du tout ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Le patient, Enfin, il comprend qu'il y a un plateau technique, etc. Donc ça, il n'y a vraiment plus de soucis là-dessus et tout le monde est plus serein. moi, c'est justement ce point-là. Je suis content que tu en parles parce que moi qui suis conventionné et conventionnel, j'avais toujours un petit peu cette crainte au final, même si le fond est purement et 100% vrai, aussi bien sur le plateau technique que sur le fait de pouvoir travailler plus qualitativement, ça j'en suis convaincu. J'avais peur de condamner un petit peu le patient, de dire au patient, voilà, vous voulez de la qualité, vous voulez qu'on vous accorde du temps, une garantie et ce temps de garantie s'il y a un souci, mais voilà, vous êtes entre guillemets un peu puni financièrement parce que pour faire ça, je dois me déconventionner. Moi, c'est plutôt cette approche-là quelque part qui psychologiquement me bloque en tout cas. Et c'est pour ça que finalement, on a le fait d'expliquer aux patients et le retour que tu as des patients, ça, je trouve ça très intéressant justement. Disons qu'on est complètement au bout du système. C'est-à-dire que oui, en fait, le patient, il est perdant à tous les niveaux. On reste conventionné, il est perdant parce qu'on fait du low cost sur les soins. On sort de la convention, le patient, il est puni parce qu'il est plus remboursé. Donc, de toute manière, le patient est perdant. Et puis, pour les cabinets qui, comme moi, à l'époque où je suis sortie de la convention, étaient en difficulté financière, parce qu'il y avait de plus en plus d'actes opposables à réaliser et de moins en moins de paniers libres, et si je fermais mon cabinet pour aller dans une grosse ville, le patient était aussi perdant. Donc en fait, de toute manière, le patient, il est perdant. Et il a tout à gagner avec une sortie de convention. Donc ça dépend complètement de la manière dont on présente le truc. Et la transparence avec le patient, c'est bien, quoi. Moi, je leur disais, mais j'ai envie de pouvoir réaliser, de pouvoir pratiquer au cabinet ce qu'on nous apprend dans les formations internationales en soins conservateurs. On sait qu'il faut travailler sous DIC pour faire des composites. Oui, mais avec les tarifs de France, on ne peut pas. Par stratification, millimètre par millimètre, ouais, mais ça, on ne peut pas. À 19,28 €, je ne peux pas vous le faire. Donc voilà, de toute manière, le patient, il est perdant. C'est là Donc en où je sortant trouve de que… la convention, on choisit, c'est ce que j'avais dit. Choisir, c'est renoncer à quelque chose. Et les patients sont revenus. Les patients sont pas tous revenus, mais en grande partie revenus. Parce qu'ils ont essayé ailleurs, parce que c'est pas pareil, parce que je prends du temps. Moi, c'est mon principal atout, je prends énormément de temps. Voilà. Mais c'est là où peut-être que notre profession communique pas très bien sur tout ça, parce que je pense que les gens sont restés un petit peu en arrière sur la technologie qu'on utilise, la qualité de nos soins, l'évolution qu'on a eue sur les dernières années.
C'est pas parce qu'il y a des prothésistes qui sont connectés, mais je le pense sincèrement, leur travail est exceptionnel et devient vraiment de plus en plus technique avec le numérique, la précision. On a de moins en moins de retours. On arrive quasiment à avoir un exercice où sur 2 rendez-vous, on pose des prothèses qui sont quasiment parfaites et que finalement, toutes ces règles de sécu ne valorisent pas du tout ça et d'arriver à du low cost avec des prothésistes chinois, c'est dans un pays comme le nôtre, je trouve que c'est quand même hyper malheureux, aussi bien pour nous que pour les autres. Et c'est sûr que ce discours de déconventionnement, en tout cas dans ce sens-là, est plutôt super positif. On forme une équipe avec les prothésistes et puis je crois qu'on est tous amoureux de notre profession, qu'on a tous envie de bien faire, on a tous envie de faire bien travailler les gens. Et puis, nous, on aime bien, on apprécie se faire honorer un tarif décent. Nos partenaires avec qui l'on travaille, c'est la même chose. Donc voilà, et puis on est complètement déconnecté des tarifs d'Angleterre, d'Allemagne, voilà, on a des tarifs de soins qui sont du niveau de la Pologne, quoi. Des tarifs de remboursement. Et sur le tourisme dentaire, on trouve des trucs en disant que la France a des tarifs de tourisme dentaire sur les soins. En Hongrie, le tarif, c'est 150 € du canal. Ce sont à peu près mes tarifs pour les soins conservateurs. Ouais, c'est certain. Moi, j'ai déjà été au même tarif ou moins cher que des actes d'implantologie en Hongrie. Et quand j'essaie d'expliquer aux patients que, en plus de ça, le praticien en Hongrie vit mieux que moi, ils sont toujours un petit peu étonnés. Est-ce que tu pourrais nous remettre ta dernière diapositive où il y avait ton mail? Parce que bon, après, j'ai des questions plus intimes. Je pense qu'il y a certains qui ont envie de faire des calculs sur les histoires de BNC, de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si tu as envie de rentrer dans ces détails-là, ou en tout cas, tu pourras peut-être le faire intimement avec eux par le biais de conversations privées par mail. Alors, je crois que tu avais ta dernière diapo, il me semble, il y avait des contacts. Ouais. Ah, pardon. Voilà. Vous voyez? Parce que moi, j'ai plus d'écran. Hein. J'ai plus oui, que c'est tout bon. Comme ça, on a ton mail et ton numéro de téléphone pour ceux qui veulent poser des questions un petit peu plus techniques. Alors, pour tout ce qui est chiffres, le SCDP a sur son site, alors je l'ai pas là, mais un tableur. En fait, il suffit soit de les contacter pour avoir le tableur directement, donc qui permet de calculer son prix de revient, d'avoir une estimation de ses charges, etc. Ah oui, il y a des outils spécialisés pour calculer qui ont été sortie. créés, tout à fait, qui ont été créés par les différents membres du SCDP. Donc ça, là-dessus, il est d'une énorme aide. Alors moi, je suis pas très chiffre, mais il est d'une énorme aide pour ceux qui veulent qui veulent des renseignements très précis. Il faut vraiment pas hésiter à les contacter. Ils répondront vraiment. Et puis, ils sont très gentils. Donc voilà. Et puis surtout les comptables. Hein, je veux dire, pour les comptables, c'est vraiment pas difficile à chiffrer avec justement le résultat à l'année. Ils peuvent, de la même manière qu'ils font une analyse prospective pour les années d'après en disant voilà, vous avez gagné tant, donc l'année d'après vous allez payer N+2, vous allez payer tant d'URSSAF et vous allez payer tant de Carchidan et puis voilà. C'est vraiment pas difficile pour eux. Avec vos chiffres, avec les chiffres de chacun, ils peuvent faire une simulation des charges en tant que non conventionnés. Ça, c'est vraiment très simple pour eux. Moi, sur mon petit chiffre d'affaires, puisqu'en gros, je fais entre 150 et 180 000 € par mois de chiffre d'affaires, c'est tout petit. Hein, c'est vraiment tout petit. C'est un peu de la survie au niveau du bénéfice. Il m'avait chiffré une augmentation de mes charges de 2 500 € à l'année. Oui, et c'était allé, et aujourd'hui, donc le taux URSSAF ou le RSI, c'est la même chose. Donc ça ne change pas grand-chose, au contraire. Donc le chiffre d'affaires, c'est pareil, hein, j'imagine que c'est un choix. Si tu voulais augmenter, tu aurais la capacité de patient, parce que je pense que c'est ça qui est derrière la question.
En non conventionné, je m'apprête à faire un chiffre d'affaires meilleur. Mais parce que j'avais un tout petit chiffre. Ça m'a aussi permis de diminuer énormément le nombre d'heures passées au cabinet, parce qu'avant, j'avais tellement d'actes à perdre qu'il fallait que je compense avec énormément de présence. Alors, je Alors que reprécise parce maintenant, que tu as dit 180 000 € par mois, hein, c'est par an, j'imagine bien. non, par an, oui, Voilà, il y en 180 a 000 € par an. il y en a qui ont commencé à leur recommander tout de suite, mais non, c'est Oui, non, bien non, c'est bien mais ça, c'est par quand an. j'étais conventionnée et j'ai pas un gros chiffre d'affaires. Sauf qu'avant, j'étais à plus de 60 heures par semaine parce qu'il fallait bien compenser parce que j'ai toujours pris du temps. Donc, j'ai pas un exercice particulièrement rentable. Il fallait compenser par le nombre d'heures passées au cabinet. Alors que maintenant, tous mes actes sont rentables, hein. Donc, je travaille beaucoup moins. Je suis à 45 heures par semaine, c'est du mi-temps pour moi, c'est bonheur. C'est sûr. Mais Donc après, j'ai pas un agenda qui est rempli, mais alors, alors justement, l'agenda, parce que bon, nous, on est dans une région où on pourrait facilement, en conventionné, remplir 3 mois sans tortiller. alors en Là, exercice c'est quoi? conventionné, j'étais complet à 6 mois, D'accord. et c'était overbooké. À partir du moment où j'ai Aujourd'hui, énormément introduit le NPC, j'en ai perdu un petit peu, et en non conventionné, ça fait bizarre, ça fait surtout au début, mais en gros, 15 jours. donc 15 il y a 15 jours, mais il jours y a quand même où tout t'es délai plein. d'attente, alors ça dépend des heures, hein. Celui qui est très flexible au niveau des heures, je vais lui trouver du temps, je vais lui trouver de la place avant, et puis ça dépend ce pourquoi il demande à venir, puisque je prends beaucoup de temps. Si c'est une séance paro ou si c'est une séance endo, là, ça va être un petit peu plus difficile à caser parce que je prends et je bloque beaucoup de temps parce que je veux beaucoup de sérénité, de tranquillité, de calme. Pour les patients stressés, je prends du temps. J'aime pas le stress. J'ai une Oui. question un peu différente, qui n'est pas inintéressante d'ailleurs. Quand tu fais des investissements pour ton cabinet, le fait de dire aux banquiers que tu n'es pas conventionné, est-ce que ça les fait flipper? Pas du tout. Est-ce Non, qu'ils ça pas savent du ce que tout. ça, ils savent pas ce que c'est souvent? Je pense qu'ils Il n'y savent a pas pas du tout ce d'impact, que hein. c'est. Voilà. L'impact que ça a, c'est de. Alors, ils sont quand même au courant qu'il y a beaucoup d'actes qui rapportent pas grand-chose, et puis il y a certains actes qui rapportent beaucoup, ça ils savent, parce qu'ils ont, enfin, pas accès à la comptabilité, mais ils voient quand même ce qui rentre. À partir du moment où on leur dit qu'en quantité, il y aura peut-être moins de dépôts, enfin de chèques ou de trucs comme ça, mais que tous les actes vont devenir rentables, ça les intéresse. Donc en fait, ça leur fait pas peur du tout. Enfin, j'ai pas du tout noté de différence d'appréciation, enfin par rapport à mes demandes de crédit, de trucs comme ça. Non, pas de leasing. Il n'y a aucun souci entre conventionné et conventionné, que ce soit par rapport aux banquiers ou aux structures qui prêtent pour les leasings. Aucun problème. Bon, Donc, écoute, les questions se calment. Je pense que on a quand même ratissé pas mal pas mal de questions. On a quasiment attiré autant de monde qu'il y avait de déconventionnés en 2017. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un fait. voilà, Merci je à suis tout le revenue monde. parce que je voyais plus. Ah, merci Marie-Emmanuelle pour cette présentation enrichissante, qui n'est pas habituelle chez nous puisqu'on fait souvent des sujets d'implantologie, bien évidemment. Mais c'était intéressant d'avoir ton point de vue, d'avoir ton retour aussi d'expérience, d'avoir répondu avec beaucoup de transparence à toutes les questions Alors, qui ont été s'il y posées. a d'autres questions, il ne faut vraiment pas hésiter à me les envoyer par mail ou par SMS. Il n'y a vraiment aucun problème. Super. Bah écoute, les gens ont ton mail, ils ont ton numéro de téléphone, ils ont la plateforme, ils ont les infos. Maintenant, si certains ont envie de plus de liberté, je crois qu'ils ont pas mal de clés pour se lancer. Merci à tout le monde. La fois prochaine, au Study Club Amiens, on reprend des sujets plus conventionnels d'implantologie. Ce sera samedi prochain. Voilà, merci à tous et puis à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir.